Alors, j'ai plutôt intitulé Conduite à tenir devant un état de mal épileptique parce que je me suis dit l'objectif serait ici d'avoir quelque chose de clé en main, comme on dit grab and go, pouvoir utiliser directement. L'état de mal épileptique est une entité particulière, très souvent associée à de l'épilepsie, mais j'aime bien dire que l'état de mal épileptique n'est pas de l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie chronique du système nerveux central. Et là, on dit état, c'est-à-dire que c'est quelque chose de ponctuel. Il s'agit ici d'une crise, cela a été dit en préambule, qui aura des caractéristiques, notamment de durée particulière avec un retentissement spécifique sur le système nerveux central. En, en définition, nous abordons d'abord l'aspect conceptuel avant de parler de tout ce qui va être opérationnel. L'état de mal épileptique, c'est une crise épileptique qui se prolonge au-delà des mécanismes physiologiques normaux d'arrêt. Une crise épileptique est censée s'arrêter d'elle-même parce qu'elle va mettre en jeu des mécanismes neurobiologiques qui vont conduire à une décharge excessive et synchrone d'une population de neurones bien précise ou l'ensemble du cortex. Et ces mécanismes sont censés arriver à épuisement au bout d'un certain temps. Dans l'état de mal épileptique, les mécanismes d'épuisement ne se font pas et la crise dure au-delà du temps, du temps habituel. Isolé pour le prix, j'habite sur le passage de l'atterrissage des avions. Et à partir de quel délai parle-t-on d'état de mal épileptique? Aussi, quel est l'intervalle et le nombre de crises requis? En préambule, on a parlé de crises sans retour à la conscience entre les crises. Donc là aussi, il y a une notion d'intervalle et de nombre de crises. Et enfin, tous les états de mal ont-ils le même pronostic? En termes de délai, les choses ont évolué depuis qu'on commence à parler de l'état de mal épileptique jusqu'à ce que Gastaut soit le premier à peu près mettre les délais dans tout ceci. Euh, donc, ça a évolué. Au début, on disait il faut 60 minutes avant de parler d'un état de mal épileptique. Et dans l'Antiquité, hein, c'était défini comme euh, une convulsion qui durait suffisamment longtemps pour conduire au décès du patient. Donc, on parlait de 60 minutes. Ensuite, ça a été ramené à 30 minutes, puis 20, puis 10 minutes. Euh, et on va voir, ça a un peu évolué autour de 1998-1999. Sur le plan neurophysiologique, on a constaté qu'après, à partir de 30 minutes, on a des séquelles neurologiques irréversibles. Donc, on a une neurotoxicité qui entraîne des séquelles irréversibles. Et aussi, il y a le concept de crise prolongée et état de mal épileptique qui a beaucoup fait débat au début des années 2000. Mais là aussi, on a finalement tranché, euh, sachant qu'une crise prolongée était à l'époque définie comme une crise spontanée qui ne s'arrêtait pas après 5 minutes. Donc, après 5 minutes, on parlait de crise prolongée et ils avaient dit à partir de 10 minutes, on sortait du scope de crise prolongée pour parler d'état de mal épileptique. Euh, pardon. Les choses ont avancé euh, et il y a eu la notion de deux temps, le T1, donc une crise qui va durer 5 minutes, et le T2 à partir de 30 minutes. À partir de 5 minutes, il a été dit au début des années 2000 que c'était le seuil d'alerte. On se disait que quand un patient avait une crise prolongée, il avait une probabilité très élevée de développer un état de mal épileptique. Et le T2, 30 minutes, le seuil de lésion irréversible, seuil au-delà duquel, si la crise n'était pas contrôlée, dans l'état de mal épileptique généralisé de niveau chronique, on avait des lésions cérébrales. Le concept de état de mal réfractaire est également apparu avec
comme définition. La persistance après euh, les deux premières lignes de traitement, c'est-à-dire benzodiazépine et antiépileptique, ce qui nécessite un anesthésique général pour sédation du patient et l'état du mal super réfractaire euh, avec une persistance au-delà de 24 heures, voire une récidive. En 1999, Lofton et ses collaborateurs ont un peu fait avancer les choses avec la notion de time spring. Que c'était le moment de réviser enfin la définition d'état de mal épileptique. Donc, euh, il avait été dit qu'un état de mal épileptique généralisé tonico-clonique, et ce chez l'adulte ou un enfant de plus de 5 ans, était caractérisé sur le plan opérationnel par une crise durant plus de 5 minutes ou au moins deux crises sans retour à la conscience entre les crises. Là, vous voyez qu'on a tout ramené et on a rapproché l'état de mal épileptique de ce qui était auparavant appelé crise prolongée. On le verra plus tard, c'est pour des raisons physiopathologiques. L'intérêt, il est multiple. On aurait pu en choisir plusieurs aspects. Nous avons fait un focus sur deux principaux. Tout d'abord, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. L'état de mal épileptique, c'est pas de l'épilepsie, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Pour des raisons évidentes, il y a un risque d'avoir des lésions cérébrales irréversibles. Il faut donc agir vite. Pour agir vite, il faut reconnaître vite. Time is breath. L'intérêt est également thérapeutique parce que il faut connaître, j'ai envie de dire par cœur, la séquence de prise en charge, qui est capitale dans la réussite euh, du traitement. Sur le plan épidémiologique, quelques données importantes en trois grands points. La, L'incidence, à peu près 10 à 41 cas pour 100 000 habitants par an sur le plan mondial. Euh, à peu près 55%, voire un peu plus, des patients qui vont présenter un état de mal épileptique sont des patients déjà épileptiques. C'est ce qui, des fois, peut faire penser hein, à tort que l'état de mal épileptique est une entité de l'épilepsie. Mais c'est une crise, on a dit, avec des caractéristiques particulières, et plus de 55% des personnes présentant un état de mal épileptique vont être épileptiques. On voit aussi que la fréquence, donc tous ces chiffres, hein, aussi bien l'incidence que la fréquence d'apparition, vont être trois fois plus élevées dans notre contexte. Donc, pays africains et les autres pays en voie de développement. Dans notre contexte, l'étiologie, les étiologies prédominantes vont être axées sur deux points. Le premier point, on a dit patient épileptique avec toutes les raisons de résurgence de crise que l'on peut connaître, passant de la non-compliance à la mauvaise réponse au traitement, et le caractère affection interférente, notamment les infections. Chez l'épileptique ou non l'épileptique est en tête de file chez nous, le paludisme grave dans sa forme neurologique, les méningites, les méningoencéphalite. À Mélène, dans notre hôpital, euh, les infections et la mauvaise compliance sont quand même les chefs de file. Sur les 10 derniers cas que l'on a reçus, on a eu un cas de toxoplasmose cérébrale, 3 cas à peu près sur encéphalopathie épileptique, et pour le reste, c'était ou du paludisme chez un épileptique ou une mauvaise compliance au traitement. La rupture du traitement antiépileptique est la première cause d'état de mal épileptique chez l'épileptique connu, quelle que soit la raison. Dans certains pays, le patient il paye lui-même ses médicaments et ils peuvent coûter cher. Si le phénobarbital a un prix relativement bas,
Quand on part sur les antiépileptiques de deuxième, voire de troisième génération, les coûts sont élevés. Nous avons la chance d'avoir l'assurance maladie universelle qui prend en charge, mais malgré tout, le ticket modérateur à la charge du patient reste parfois élevé et on a les patients qui sont en rupture de traitement. Aussi, il y a un accès limité aux benzodiazépines, notamment, on va parler des spécialités, hein. Donc, le Rivotril se fait de plus en plus rare, le Valium est des fois en rupture, aussi bien à Libreville qu'à Dakar, qu'à Abidjan. J'ai pas forcément le panorama des autres villes, mais je sais qu'au Cameroun, par exemple, le Rivotril est un peu plus présent qu'à Libreville. Des fois, on a des patients qui en commandent là-bas. Cla- On va parler un peu de classification. J'ai pas voulu faire des choses super compliquées en termes de classification parce que ça peut être, on peut prendre tous les aspects pour en faire une classification. Et donc, les quatre axes qui vont nous aider à faire la classification, c'est d'abord la sémiologie. Il s'agit d'une crise qui va durer au-delà d'un certain temps. Donc, le premier caractère, c'est le type de crise, les phénomènes présents. Est-ce que la phénoménologie est motrice avec ou sans trouble de conscience? Et donc, l'état de mal sera caractérisé par ces phénomènes. État de mal absence, état de mal myoclonique, état de mal clinico-chronique généralisé. Après les phénomènes, euh, les anomalies EEG, parce qu'on peut avoir des états de mal électriques sans phénomène moteur observé. Et là aussi, à l'EEG, est-ce que ce sera quelque chose de focal, quelque chose de généralisé. Après la sémiologie et les caractéristiques EEG, il y a l'âge du patient. C'est un état de mal du nouveau-né. L'âge va impliquer de facto le pronostic. C'est-à-dire que aux deux extrêmes, le pronostic sera plus réservé que chez l'adolescent ou le grand enfant. Et enfin, l'étiologie. Est-ce que l'état de mal est associé à une crise symptomatique aiguë ou l'état de mal est associé à une épilepsie ou l'état de mal est associé à quelque chose de focal? Quand on a vu les quatre axes qui doivent nous permettre de faire une classification de notre état de mal et le mettre dans une case bien précise, on arrive à cette forme de dichotomie. Est-ce que l'état de mal est associé à des phénomènes moteurs, donc un état de mal convulsivant, ou l'état de mal n'est pas associé à des phénomènes moteurs, donc l'état de mal non convulsivant? Euh, il y a une forme de dogme qui dit plus le diagnostic est facile à poser, moins le pronostic est réservé. Par conséquent, un état de mal absence ou généralisé tonico-clonique sera aura un pronostic moins réservé qu'un état de mal euh, larvé, par exemple. On a parlé de la définition, le côté temporalité de qui caractérise l'état de mal, également l'absence de recours à la conscience entre les deux crises. Il faut donc parler en dessous de qu'est-ce qui se passe réellement au niveau du cerveau. J'essaie de simplifier par une diapo que j'ai prise à un ami, Jafari Niassindé, qui est originaire de Conakry. Et il avait fait une présentation sur l'état de mal et j'avais trouvé cette diapo super intéressante. Euh, En effet, euh, on a les réactions neurobiologiques au tout début, à quelques millisecondes du début. Ensuite, les réactions neurobiologiques stage 2, vous voyez ici,
à quelques secondes à quelques minutes et euh, stage 3 quelques minutes à quelques heures et au-delà de plusieurs jours. Ainsi, euh, on a une cascade protéique des, avec une phosphorylisation et ouverture des canaux ioniques et libération de neurotransmetteurs dans la membrane qui va entraîner cette hyperexcitabilité. Au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, on observe une réduction importante de l'inhibition et une exacerbation de l'excitabilité, notamment avec le récepteur NMDA qui va être très, très activé, ainsi que le récepteur AMPA. Ce qui va conduire plus tard à une libération de certains neuropeptides, notamment l'augmentation des neuropeptides excitateurs, euh, la substance P, avec un un remplacement ou un recaptage, on va dire, insuffisant des neuropeptides inhibiteurs. Et si la situation perdure plusieurs jours, voire des semaines, on a une, une modification au niveau du génome qui va entraîner une néo-synaptogénèse et qui va donc favoriser le maintien de l'excitabilité neuronale avec des modifications au niveau de l'ADN. Et vous voyez que là, on rentre ici, au stade 4, on va rentrer dans une forme de épileptogénèse secondaire. Ce sont des patients qui, même s'ils n'étaient pas épileptiques, vont devenir épileptiques à cause de la néoformation des neurones cérébraux. Alors, cette diapo, elle est un peu floue, mais je l'ai mise pour deux points. Les encadrés sont en rouge et en bas, on a la timeline. Vous voyez, 0 à 5 minutes, ensuite à partir de 30 minutes. Les modifications somatiques au niveau du cerveau sont les mêmes à 5 minutes et à 30 minutes. C'est-à-dire que si on a une crise prolongée qui dépasse 5 minutes, on aura exactement les mêmes lésions à 30 minutes si la crise se poursuit. Il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. Et en dessous de la ligne verte, vous avez le métabolisme cérébral, notamment la perfusion, le début de perfusion cérébrale, vous voyez, qui va avoir tendance à décroître progressivement à partir de 30 minutes. Donc, ces lésions observées à 5 minutes, si elles ne sont pas prises en charge suffisamment tôt, vont entraîner une diminution du début de perfusion cérébrale à 30 minutes. Cet état de fait a été l'élément principal du shifting de l'état de mal épileptique doit être considéré à partir de 30 minutes vers l'état de mal épileptique doit désormais être considéré à partir de 5 minutes. Parce que les lésions observées à 5 minutes sont exactement les mêmes que celles qu'on observe à 30 minutes. Le diagnostic est facile. Pour moi, on va dire facile parce qu'on a dit que l'état de mal épileptique, c'était une crise épileptique. On repart sur la classification des crises épileptiques, qu'elles soient motrices ou non motrices, avec ou sans perte de connaissance, référence à la classification de la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie. Et on arrive à un diagnostic positif, facile pour l'état de mal convulsif, donc l'état de mal épileptique convulsivant. Par contre, il y a l'état de mal non convulsivant et là, le diagnostic peut être un peu plus difficile. Il est facilité par l'électroencéphalogramme qui va montrer cette activité, cette décharge paroxystique continue tout au long de l'enregistrement. Le diagnostic différentiel, euh, il est à voir de deux façons. Si on dit état de mal, donc le diagnostic différentiel, c'est tout
ce qui peut ressembler à un état de mal, mais qui n'est pas d'origine corticale. Donc, les crises non épileptiques ici, dans les grosses hystéries, en général, désolé pour le cliché, mais c'est souvent la jeune femme avec des difficultés sociales déjà présentes. Mais on a vu des crises non épileptiques également chez les hommes, rassurez-vous. Les encéphalopathies métaboliques, telles qu'elles soient, avec des phénomènes moteurs ou non, peuvent également mimer un état de mal épileptique et les encéphalopathies post-anoxiques. C'est pas marqué ici, mais certains mouvements anormaux doivent également faire le change dans le diagnostic différentiel. Donc, pour aider le diagnostic, notamment pour les formes euh, non motrices, hein, c'est l'EEG en premier, mais après, le diagnostic étiologique ne doit pas retarder la prise en charge. On démarre euh, l'exploration étiologique en même temps que la prise en charge. Et si elle a pour principe de retarder la prise en charge, vaut mieux retarder une étiologie, un diagnostic étiologique, plutôt que retarder la prise en charge, sauf dans un cas, l'hypoglycémie. Alors, c'est le seul cas où on dit que même si on n'est pas sûr, on n'a pas eu la glycémie du patient, si on a un patient en état de mal épileptique sans raison euh, apparente, pas de trauma, pas d'exogénose alcoolique importante, rien de connu, on peut resucrer le patient et observer. S'il est en hyperglycémie, on verra qu'on aura remis un peu plus de sucre et ça se contrôle facilement. Par contre, s'il est en hypoglycémie, les lésions cérébrales étant plus sévères dans l'hypoglycémie, on corrige rapidement le tir et on contrôle l'état de mal épileptique. Donc, c'est le seul cas où l'étiologie passe avant la prise en charge parce que la correction de l'étiologie ici fait office de correction de l'état de mal. Et dans le contexte infectieux, il y a un contexte infectieux qui est au devant de la scène. Dans les RPS, rechercher les lésions. Donc, examen cutané panamérien également important. Sur cette diapo d'Orvat, on a les principales étiologies de l'état de mal épileptique. En bleu, chez les patients épileptiques, en jaune, euh, chez les patients non épileptiques, donc un état de mal de nouveau. Les facteurs provoqués chez l'épileptique, ils sont présents, et on voit hein, sur toute la ligne que l'état de mal épileptique concerne plus souvent le patient épileptique que en orange ici, le patient non épileptique. Même quand on parle d'infection, vous voyez, c'est 26 pourcent chez l'épileptique, 13%, 13, 13% chez le non épileptique. L'AVC, pareil, plus épileptique que le non épileptique, etc. Après l'étiologie, euh, l'expression chère au neurologue, pardon, je pense qu'elle est née avec le vasculaire, mais les épileptologues ont fait l'approprier désormais. C'est un esprit. Ici, je vous ai mis un cartoon euh, qui représente ce qu'il faut faire pendant une crise convulsive. Tout le monde sait un peu hein, ce qu'il y a à faire, sécuriser le patient, rester calme, ne pas le tenir. On voit la dame qui dit au monsieur de ne pas le tenir. Euh, Est-ce que à la fin de la crise, il a besoin d'aide? Donc, il y a le monsieur en cravate rouge derrière et la dame en violet qui sont là. Et la dame qui met un coussin en dessous pour soutenir la tête et le patient qui est en position latérale de sécurité. On a dit de dégrafer la ceinture, défaire le nœud de cravate. Ça, ce sont des éléments de premier secours. Il y a deux choses à ne pas faire. Ne rien mettre dans la bouche, ni doigt, ni objet dur, ni objet mou. Et
Excusez-moi de vous interrompre, docteur. Nous avons du mal à Oui. vous entendre. Ah bon, désolé. Et là, vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. Ok. Et vous avez eu du mal depuis où? Non, c'est bon. Vous pouvez continuer. C'est bon à présent. D'accord. Ok. Merci. Et donc, les deux choses à ne pas faire. Euh, Chercher les médicaments. Par exemple, ah oui, il est épileptique, prenez son Sadepakine. Non, c'est pas nécessaire pendant une crise et ne rien mettre dans la bouche. Vous voyez, j'ai spécifiquement encerclé euh, un élément, celui qui consiste à monitorer le plus rapidement possible le début de la crise. Le principe est simple. On a dit une crise a pour vocation à s'arrêter d'elle-même. Et moi, je reçois des appels. Je donne mon téléphone systématiquement aux patients et certains me le reprochent, mais bon, ils l'ont. Et ils m'appellent. Quel que soit le time, ils peuvent m'appeler au milieu de la nuit et je peux me faire réveiller à 2 heures du matin euh, pour une maman qui dit, mais mon fils vient de faire une crise. Et je lui explique qu'un épileptique, il fait des crises et en guillemets, c'est normal. Bien que notre travail soit de contrôler les crises, mais lui, en tant qu'épileptique, il fait des crises. Par contre, il faut s'en préoccuper quand la crise dure plus de 5 minutes. C'est pour ça qu'il faut monitorer l'heure du début de la crise et voir combien de temps la crise a duré. On ne parle pas ici de la phase post-critique, dans notamment les crises avec une phénoménologie motrice. On parle de la phase purement motrice. Combien de temps ça a duré? Si ça a duré moins de 3 minutes, oui, on observe, on note, et le matin, on peut appeler son médecin et on explique ce qui s'est passé. On voit est-ce que il y a une raison pour laquelle un patient qui était préalablement bien contrôlé fait une crise. Et si ça dépasse 5 minutes, si on approche le seuil de 5 minutes, il faut penser à aller aux urgences. Parce que dans nos pays, on n'a pas la culture de donner aux familles des canules de benzodiazépine pour une prise en charge initiale à domicile. Donc là, il faut aller aux urgences. C'est pour ça que le contrôle du temps est important dans la survenue d'une crise. C'est ce temps qui va nous dire on est face à une urgence ou non, on est face à un phénomène attendu, bien que indésirable. Alors, cette diapo qui est un peu, je vais prendre une expression chère à mon cher maître, le professeur Amadou Diallo, qui est un peu une paille là où on a tout mis parce qu'on ne savait pas quoi laisser de côté, parce qu'on aime tout, on aime aussi bien les fruits de mer, la viande, le poisson, le riz, tout ce que vous voulez. Et donc, on a tout cuisiné ensemble. Et après, ben, pour manger, on choisira chaque élément en premier. C'est un peu touffu comme ça, mais vous allez voir, pour moi, c'est la plus belle diapo que l'on ait jamais faite sur la prise en charge de l'état de mal épileptique. Premier point, notre objectif, arrêter les crises, arrêter la crise. Deuxième objectif, arrêter la récidive. Troisième objectif, rechercher l'étiologie. Et tout ça est regroupé ici. Donc, on dit d'emblée, vous voyez la petite lunette en haut à gauche, et pendant toute la prise en charge, on ne commence pas par le 1, mais on commence par le 2. Le 2, c'est la grande flèche verte qui nous dit intubation si détresse respiratoire soutenue. C'est-à-dire que quand le patient vient, s'il est en détresse respiratoire, quel que soit ce à quoi est dû son état de mal épileptique, il faut restaurer sa ventilation.
Ça, c'est ce qu'il faut faire tout de suite. Donc, la première chose à faire, c'est de voir est-ce que ce patient est en détresse ou il n'est pas en détresse. Est-ce que c'est une détresse soutenue? Ensuite, on dit lutter contre les facteurs d'aggravation cérébrale. D'accord? Euh, S'assurer du diagnostic. Quand il est évident, c'est clinique. Quand il n'est pas évident, faire un EEG. Mais nous, on n'a pas de EEG aux urgences. Et j'ai quand même vu pas mal d'hôpitaux, aussi bien en Afrique du Nord qu'à l'extrême sud de l'Afrique, à la partie la plus occidentale de l'Afrique, je pense que c'est Dakar, et à la partie la plus orientale, je crois que c'est Djibouti. Il n'y a pas de loger aux urgences. Donc, le point 3 ici va être difficile à mettre en œuvre. Quand on a affirmé l'état de mal épileptique, le traitement a trois paliers. Traitement de première ligne. Donc, la grande ligne ici, état de mal convulsivant qui dure plus de 5 minutes. Traitement de première ligne, une benzodiazépine injectable. Clonazepam ou Rivotril et midazolam. Moi, je préfère le midazolam parce qu'il a une demi-vie très courte et en IM, il s'élimine rapidement. Mais ce que nous avons, nous, aux urgences, c'est le diazépam. Et donc, oui, on utilise tous du diazépam, souvent en IM, des fois en IVD, des fois en intrarectal, c'est le plus petit. Et vous voyez, le point 4 ici, on dit de faire d'emblée le dextro parce que si c'est une hypoglycémie, ça se corrige. On a à la limite pas besoin du point 5 avec les benzodiazépines. Si après 5 minutes de l'administration des benzodiazépines, on n'a pas de réponse, on fait une deuxième dose de benzodiazépine. Benzodiazépine à temps zéro, à temps 5 minutes, deuxième dose de benzodiazépine. Ici, le clonazepam est celui qui a été choisi. Mais je l'ai dit, moi, je préfère le midazolam et je suis conscient que c'est le diazépam que l'on a le plus souvent dans nos structures. Après, plus de benzodiazépine. La raison ici, elle est physiologique. Après administration d'une benzodiazépine à dose suffisante, on aura une internalisation d'à peu près 50% des canaux chlore. On aura une internalisation des canaux parce que la benzo va se pousser dessus. Et quand on fera la deuxième dose, on aura l'internalisation en gros des 50% restants. Et donc, ça ne sert à rien de faire une troisième dose parce que on n'a plus de récepteurs disponibles pour l'utilisation des benzodiazépines que l'on a. Donc, la benzodiazépine n'a absolument aucun intérêt au-delà de la deuxième dose. Si après cette deuxième dose, on n'a pas de réponse, persistance de l'état de mal épileptique, là, on fait recours aux antiépileptiques. On est donc au traitement de deuxième ligne. Première ligne, benzodiazépine. Deuxième ligne, antiépileptique. Celui que nous avons dans nos structures, c'est le phénobarbital injectable. Aussi bien en néonatologie, en pédiatrie qu'aux urgences adultes. Phénobarbital. Alors, les pédiatres aiment bien l'expression dose de charge et j'aime bien dire qu'on ne charge personne. On fait ce qu'on a à faire. Le phénobarbital, il se donne à la dose de 15 mg par kilo en 10 minutes. Ça peut paraître un peu rapide, un peu inquiétant. Et pour vous dire la vérité, moi, je passe en 15 minutes. Il m'est arrivé de passer des fois en 20 minutes dans les états de mal partiels, des fois même jusqu'à 30 minutes. Dans les cas de mal généralisé phénylipopénique, il peut être agressif. Parce que là aussi, il a été démontré que
la majorité des patients qui ne répondent pas au phénobarbital, c'est parce que le délai d'administration est trop long ou parce que le médecin a été frileux devant les doses à administrer. On a dit 15 milligrammes par kilo. Si le patient a 100 kilos, ça nous fait 1500 milligrammes par voie injectable à passer ou à la seringue ou en perfusion monitorée en 10 minutes. Et c'est à diluer dans un peu de sérum. On met du sérum salé, mais certains peuvent mettre du glucosé. Mais nous, les neurologues, on n'aime pas trop mettre du glucosé sur un cerveau qui souffre parce que ça réduit ses capacités à se mettre au repos. Le phénobarbital est celui que nous avons. Mais cela dit, dans le contexte anglophone, ils ont la phosphénylitoline qui est administrée à 20 mg par kilo, là aussi à la seringue électrique, en 10 à 15 minutes. Dans certains pays qui sont un peu plus chanceux que les autres, il y a le valproate injectable, qui est également très bien dans l'état de mal épileptique à 40 mg par kilo en 10 minutes, ou le levétiracétam 40 à 60 mg par kilo en 10 minutes. Sachant que le levétiracétam est désormais classé par l'OMS comme un médicament essentiel dans la prise en charge de l'épilepsie. Pour le médicament de deuxième ligne, vous voyez, il n'y a pas de notion de renouvellement de la dose. On passe en 10 minutes. Si on a contrôlé, c'est bien. On passe à la dose d'entretien. Si on n'a pas contrôlé, et là, la place du neuro n'existe plus, c'est désormais la place de l'urgentiste ou du réanimateur. En cas de persistance des convulsions 30 minutes après le début de la perfusion, donc le début de la crise, d'accord, de deuxième ligne, il y en a qui disent deuxième antiépileptique, mais vous voyez, c'est un tout petit pointillé parce que c'est pas la règle. Ils y vont quand ils n'ont pas accès à la réanimation, quand ils n'ont pas la possibilité d'induire un coma avec du midazolam ou du propofol, d'intuber le patient et d'observer. Après 24 heures, en moyenne, on essaie de réduire les doses de sédation et on voit comment le patient se comporte. Quand on n'a pas cette possibilité, il y a quand même un tout petit pointillé qui dit, bon, OK, essayez. Mais c'est pas la règle parce que ça augmente les délais de mise au repos du cerveau et donc augmente les risques de survenue de lésions cérébrales irréversibles. Appelez-vous, on a dit time is square. Ici, on est sur la partie purement traitement. Et vous voyez, à l'extrême droite, on a quand même quelques renseignements. Les manifestations suggérant un état de mal épileptique larvé. C'est une situation rare. Le G est nécessaire. On a dit plus le diagnostic est facile, moins le pronostic est réservé. Plus le diagnostic est difficile, plus le pronostic est réservé. Ici, la hantise, c'est vraiment l'état de mal larvé. Parce qu'on aura chuté le patient au benzodiazépine, il va pas se réveiller tout de suite. Puis, on a administré des antiépileptiques, notamment le phénobarbital, il va peut-être pas se réveiller tout de suite. Et in fine, on l'a sédaté, donc il ne sera pas réveillé. Donc, dans certains cas, on n'a pas forcément tous les éléments pour dire est-ce qu'on a été efficace ou pas. Et là, il y a la hantise de l'état de mal larvé. Il faut qu'on doit faire un EEG tout de suite. Si à l'EEG, ça continue de décharger, on est donc devant un état de mal larvé. Et si on est devant un état de mal larvé, on passe d'emblée au stade 3, ici.
Mais des fois, on a arrêté les convulsions après la première dose. Il n'y a pas de retour à la conscience. Enfin, l'EEG, le patient continue de décharger. On met la, la benzodiazépine. Donc là, ça suggère qu'il faut qu'on ait l'EEG aux urgences, mais c'est pas toujours le cas. Donc, réapparition des convulsions, reprise de l'algorithme. On reprend à zéro. Arrêt des convulsions ici en gris, le patient reste dans le coma. On fait un EEG. L'EEG, on a mis oui, c'est fait. Ça nous dit état de mal épileptique, donc état de mal larvé. Oui, on continue, reprise du traitement. On fait un EEG. Euh, L'EEG, il n'y a rien. On arrête la sédation. Si quand on a arrêté la sédation, les crises reprennent, on reprend le traitement. Si quand on a arrêté la sédation, euh, le patient, le réveil est plus ou moins rapide, on fait une couverture par benzodiazépine en général en perfusion continue. Donc, voilà, résumé, étape par étape, un peu ce qui pour moi devrait être affiché dans toutes les salles d'urgence, aussi bien urgence pédiatrique, aussi bien urgence en unité euh, des soins intensifs de neurologie, aussi bien en urgence polyvalente de la vie. Cette diapo devrait être affichée et comprise. Parce que pour moi, quand on parle d'état de mal épileptique, oui, c'est important de comprendre euh, les concepts de définition. C'est important de comprendre la physiopathologie, ce qui a fait progresser la compréhension et la prise de décision de 30 minutes, on va dire, à 5 minutes. Et ce qui est important, c'est de reconnaître tout de suite un état de mal épileptique et le prendre en charge de façon efficace. Parce que derrière, il y a un pronostic cérébral qui est mis en jeu. Donc voilà, sur quoi je termine ma présentation par ces mots hein, d'un philosophe slave qui a dit ce qui est important dans la connaissance, c'est pas la quantité de choses que l'on connaît, mais leur qualité. Et il est donc important de savoir quelle connaissance apprise a de l'importance et laquelle en a le moins et laquelle n'en a pas du tout. Ce qui va nous permettre de faire le choix de ce qui est pertinent pour agir vite et laisser le reste pour des fois des discussions, des salons peut-être. Euh, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis arrivé au terme de ma présentation. Je vous remercie. J'espère avoir été un tant soit peu clair et je suis disponible pour des questions. Merci infiniment, docteur, pour cette présentation remarquable, riche en contenu et d'une grande valeur pédagogique. Nous sommes à présent à la phase que beaucoup attendent avec impatience certainement, celle des questions et des échanges. Afin que cette session se déroule dans les meilleures conditions, je vous invite à respecter quelques modalités simples. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, levez la main via la fonctionnalité prévue. Et dès que je vous accorde la parole, je vais vous présenter brièvement afin que nous puissions mieux vous connaître. Enfin, je vous inviterai à baisser la main à la fin de votre intervention afin de faciliter la gestion des échanges. Merci beaucoup et la parole est à vous. Ok, nous allons passer la parole à Monsieur Symphorien. Bonjour, nous espérons que vous allez bien. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Je remercie le docteur pour sa présentation qui est très riche. Je voudrais savoir, euh, à l'entame, je me présente, je réponds au nom de Yaobi Symphorien. Je suis béninois, je suis infirmier. Je travaille au Centre national hospitalier universitaire du Bénin. Je voudrais savoir, euh, est-ce que
devant, excusez-moi bien, parmi les diagnostics différentiels, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas attentif, je n'ai pas vu parler des crises éclamptiques. Est-ce que c'est les mêmes conduites à tenir devant les crises éclamptiques que les crises épileptiques, vu qu'il a dit qu'on ne doit pas tarder la conduite thérapeutique devant la recherche de l'étiologie? Merci. D'accord. Merci pour votre question. Docteur, vous avez la parole. Ok, merci Monsieur Symphorien. Écoutez, c'est une excellente question. Merci pour cette question parce que c'est un exemple que je prends souvent quand je parle de crise symptomatique aiguë versus épilepsie. J'ai insisté sur le fait que l'état de mal épileptique n'est pas de l'épilepsie, mais c'est une crise qui va durer trop longtemps ou deux crises qui vont survenir et le patient ne se réveille pas entre les deux. L'éclampsie, l'éclampsie, c'est une crise, enfin l'éclampsie va conduire à ce qu'on appelle une crise symptomatique aiguë, c'est-à-dire que le patient va convulser, enfin la patiente, pour le coup c'est une dame, va faire un état de mal, mais elle n'est pas épileptique. Sauf que là, on connaît exactement la cause. C'est-à-dire que l'enquête étiologique n'a pas besoin de durer 1000 ans. On connaît la cause. On va donc procéder à la césarienne, ressortir le bébé, régler le problème ici de l'étiologie en premier. Et derrière, puisque c'est l'étiologie qui est en cause et si elle n'est pas réglée, va conduire au décès maternel. Et derrière, on va régler le problème de la prise en charge de la convulsion qui dure trop et donc de l'état de mal épileptique par des protocoles bien précis. Et dans ma diapo, il n'y avait pas le sulfate de magnésium. Et dans l'éclampsie, vous allez voir en réanimation, le sulfate de magnésium est un peu la star parce que il va permettre de bloquer le neurotransmetteur qui est le plus excitateur, c'est-à-dire le glutamate au niveau du récepteur NMDA. J'espère avoir été clair. Donc, dans l'éclampsie, on connaît l'étiologie, on la règle tout de suite et derrière, on contrôle l'état de mal. D'accord. Merci infiniment à vous, docteur, pour ces éclaircissements. Monsieur Symphorien, j'espère que vous avez eu satisfaction. Oui, j'ai eu la satisfaction et le mot essentiel que j'attendais est sorti. Merci beaucoup. Merci. Nous allons à présent passer la parole à Monsieur Boirin. Monsieur Boirin, vous avez la parole. Ouais. Bonjour à vous. Vous me recevez, j'espère. Oui, très bien. Ok. Merci beaucoup pour la présentation et l'initiative. J'ai rejoint la réunion et j'ai pas eu la chance de suivre le début. Ma question, c'est par rapport, je me présente, excusez-moi, je suis infirmier et en spécialité de médecine d'urgence actuellement à l'université de Parakou. Bon. Ma question, c'est par rapport à l'algorithme de prise en charge de l'état de mal épileptique. Et par rapport aux facteurs d'agression cérébrale, j'aimerais que le professeur puisse nous expliquer quels sont ces facteurs et comment vite les prendre en charge. Et aussi le paramètre temps. Lorsque on suppose face à un patient qui fait l'état de mal épileptique où il fait 2 crises ou une crise qui dépasse les 5 minutes, mais qu'on arrive sur les lieux de la crise sans savoir vraiment le début de la crise, le temps auquel ça a commencé. Comment on peut monitorer ce type de patient dont on n'est pas témoin du début de la crise? Est-ce qu'on considère le début au temps où on l'a vu ou il y a autre manière de procéder par rapport au temps? J'ai aussi une question par rapport au
thérapeutique de deuxième ligne. Pour ce qui concerne la thérapeutique de deuxième ligne, j'ai vu la molécule de valproate de sodium. J'aimerais savoir de toutes ces molécules, qu'est-ce qui peut être recommandé de façon systématique parce qu'il y a de ces patients qui sont même épileptiques et apparemment le valproate a des contre-indications selon le type d'épilepsie dont souffre le patient. Donc j'aimerais savoir si de toutes ces molécules, c'est systématique lorsqu'on a le valproate de l'utiliser. Et aussi dans le mécanisme, j'ai pas suivi la présentation. J'étais pas encore connecté. Si le professeur peut nous expliquer un peu le mécanisme de décharge électrique, j'ai pas suivi cette partie, c'est-à-dire la physiopathologie. Merci à vous pour la présentation. C'est tout. D'accord. Merci à vous, Monsieur Boirin, pour vos questions. Docteur, vous avez la parole. Ok, merci. Ben, écoutez, il y avait un certain nombre de choses dites et j'espère pouvoir me retenir me rappeler de tout. Sinon, vous allez me rappeler des choses que j'aurais oubliées. Déjà, mes amitiés à toute l'équipe de Paracourt, notamment le professeur Agbetou, qui est une très, très, très bonne amie à moi et notre maître, le professeur Adoukounou. Et ben, je vais commencer par ce qui me revient à l'esprit. J'ai eu l'impression qu'il y a eu que c'était pas clair entre état de mal épileptique et épilepsie quand on a parlé du valproate. On peut avoir un patient épileptique chez qui on ne doit pas donner du valproate, par exemple une femme en âge de procréer. Pour le coup, c'est la seule contre-indication du valproate. Pour le reste, valproate marche sur toutes les formes d'épilepsie. C'est le seul anti-épileptique qui agit qui agit potentiellement, parce que chez un individu spécifique peut ne pas marcher, mais qui a une action efficace reconnue sur toutes les formes de crise. Le valproate, interdiction désormais faite de le donner à la femme en âge de procréer à cause des effets tératogènes, bien que rares, mais retrouvés chez certaines patientes. Ça, c'est pour le valproate. État de mal épileptique, non, on ne peut pas, on ne devrait pas hiérarchiser les médicaments de seconde ligne. Je l'ai dit, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles chez nous. Et celui que l'on a en milieu francophone, c'est le phénobarbital, et là où la phosphénytoïne est plus fréquente dans le contexte anglophone. C'est ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a eu une question sur les mécanismes physiopathologiques de la crise convulsive. J'ai un peu skippé cet aspect parce que c'était pas l'objet de faire de l'épilepsie. Il m'avait été donné 1 heure. Mais vous savez, quand on met trop de choses, des fois, on ne retient pas l'essentiel. Et ici, pour moi, l'essentiel à retenir était dans le diagnostic facile. Quand il n'est pas facile, il y a quelqu'un qui a deux outils d'écoute. Quand il n'est pas facile, on s'aide de certains éléments, notamment le G, on a dit le dextro, à faire tout de suite. Donc, j'ai vraiment insisté sur connaître, comprendre, reconnaître et traiter. C'était vraiment l'axe choisi pour cette présentation. Après, les mécanismes sont les mécanismes d'une crise convulsive connue. Maintenant, pourquoi dans certains cas, les éléments qui font que la crise qui doit s'arrêter elle-même ne s'arrête pas sont présents? Jusqu'à présent, personne ne peut clairement le dire. Donc, mais on sait que quand la crise ne s'arrête pas d'elle-même, il y a une décharge neurobiologique particulière avec des peptides qui vont favoriser l'excitabilité du glutamate et qui vont inhiber
ou annihiler le caractère inhibant du GABA. Là, il y avait ça. Vous avez parlé donc de la physiopathe, vous avez parlé du valproate, vous avez parlé d'autres choses, mais je me rappelle plus. Oui, oui, professeur. Je demandais par rapport à l'algorithme, la partie du temps, du Ah oui, monitoring. ah oui, dans l'algorithme, il y avait le monitoring, il y avait le temps et les agressions cérébrales. Alors, normalement, on dit Axos. Et comme vous êtes aux urgences, je pense que les Axos, vous connaissez parfaitement. C'est tous les éléments qui vont secondairement agresser un cerveau qui est déjà agressé. Et l'état de mal, on a dit que c'était une agression parce que s'il se prolonge, on a des lésions cérébrales irréversibles. Donc le cerveau est agressé. On a vu sur la physiopathe qu'à la 30e minute, le débit de perfusion cérébrale diminuait. Mais qu'est-ce qui va aggraver cette agression cérébrale? On ne va pas tous les citer, hein, les modifications de la glycémie, hyperhypoglycémie, les modifications de l'oxygénation, les modifications de la concentration en ions, l'hyperthermie, donc la fièvre, l'hypothermie, donc les modifications de la température. Il faut contrôler tout ça. Là, ce sont les axes. Vous le faites aux urgences. D'accord? Maintenant, je ne l'ai pas dit, et merci de me poser la question sur le côté temporel. Vous savez, quand vous, notamment les nouvelles épilepsies, ou quelqu'un qui n'était pas épileptique, quand il convulse, quand il arrive aux urgences, l'entourage vous dit que ça a duré une éternité, parce que c'est souvent spectaculaire, notamment dans les formes généralisées tonico-cloniques. On vous dit que ça a duré une éternité. Ce que vous faites, c'est prendre des éléments d'orientation. S'il arrive aux urgences en train de convulser, et qu'on vous dit qu'il convulse depuis qu'il a quitté la maison, le professeur Adokounou aime bien dire qu'il c'est un neurologue de brousse parce qu'il est à Parakou, donc j'imagine que le réseau ambulancier n'est pas suffisamment performant pour faire que quelqu'un qui est convulsé arrive aux urgences en moins de 5 minutes. Si on vous dit, un peu comme à Libreville, hein, remarquez, si on vous dit qu'il convulse depuis la maison, et que quand il arrive aux urgences, il est toujours en train de convulser, vous assumez que ça fait plus de 5 minutes, votre patient est donc en état de mal. On vous dit qu'il convulsait à la maison, on l'a mis dans la voiture, et dans la voiture, il a reconvulsé, et un peu avant d'arriver à l'hôpital, il a reconvulsé. Vous demandez, quand il a fini entre les deux convulsions-là, est-ce que vous lui avez parlé? En général, on parle, on va faire des prières, on va stimuler le patient, ils vont vous dire oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, ben, il répondait pas. Et là, vous comprenez qu'il n'y a pas de retour à la conscience entre les crises. Parce que si vous dites, est-ce qu'il y avait un retour à la conscience? Parce qu'il aurait peut-être les yeux ouverts, les parents vont dire oui, mais alors qu'il n'y a pas la rupture de contact est maintenue, bien que les yeux soient ouverts. Donc, vous considérez qu'il n'y a pas un retour à la conscience entre les crises et vous considérez un état de mal épileptique. Maintenant, chez un patient qui, pour une raison ou pour une autre, a fait sa crise prolongée ou pas, arrive aux urgences et il n'est toujours pas conscient, mais il n'a pas convulsé, vous observez, vous le mettez en observation. Parce que la benzodiazépine étant un anticonvulsivant, elle n'a pas de place si le patient ne convulse pas. Vous le mettez en observation. Sauf si vous avez un EEG qui montre qu'il fait un état de mal larvé et qu'il y a donc une activité paroxystique. Là, vous suivez l'algorithme avec première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Je pense avoir répondu à toutes les préoccupations. J'espère avoir été clair là-dessus. Oui, docteur. Oui, monsieur Poiré. Oui, c'est compris, docteur, c'est noté. Merci beaucoup pour les explications. D'accord. Merci infiniment, docteur, pour tous ces éclaircissements. Nous allons passer la parole à monsieur Seignon Honora. Vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous me recevez? Oui, très bien. D'accord, merci beaucoup. Merci docteur pour cette présentation.
Je réponds au nom de Arangbato Senyo Honora, étudiant en quatrième année de médecine à la faculté des sciences de santé de Cotonou. J'aurais deux préoccupations majeures. La première, j'aurais pu entendre dans votre présentation que chez les patients qui font un état de mal épileptique dont on n'a pas encore documenté l'étiologie, le plus souvent, on procède à un resucrage. On fait une surveillance de la glycémie pour voir si le patient va tomber en hyperglycémie. Je voudrais demander, chez un patient diabétique dont on ne connaît pas encore le caractère diabétique ou non, est-ce que ce n'est pas un risque qu'on prend? C'est la première question. La deuxième question est de savoir, tout au long du traitement, j'ai bien suivi les deux lignes, première ligne et deuxième ligne. Maintenant, j'aimerais savoir si la prise en charge étiologique, de l'étiologie même de la crise épileptique, est-ce que ça va se faire concomitamment avec le traitement benzodiazépinique et antiépileptique? Merci beaucoup. Ok, Merci, docteur. Euh, alors, oui, j'ai dit qu'il faut resucrer, mais je n'ai pas dit qu'il faut resucrer le diabétique. J'ai dit exactement ceci. Un patient qui vient, vous êtes au fin fond de Parakou, qui vient et vous ne savez rien de ce patient parce qu'il vient du fin fond de je ne sais pas trop quelle région du Bénin. Vous n'avez rien pour votre enquête étiologique. Il n'est pas connu épileptique, il n'a aucun antécédent particulier, c'est un adulte de 20 à 40 ans. On dit qu'il est recommandé de resucrer parce que l'hypoglycémie est une étiologie de l'état de mal épileptique et l'hypoglycémie en elle-même va entraîner des lésions cérébrales irréversibles. L'état de mal épileptique va entraîner des lésions cérébrales irréversibles. Donc l'addition de facteurs de risque multipliant le risque, on peut resucrer d'emblée les patients. On n'a pas dit de resucrer tous les patients qui font un état de mal épileptique. Il y a eu une question sur l'éclampsie, là aussi l'étiologie est clairement connue. Mais si on a un patient qui est connu diabétique, qui vient en état de mal épileptique, vous avez deux options. Est-ce qu'il s'est sur-médicamenté en antidiabétique, qu'il soit oraux ou injectable, ou au contraire, est-ce qu'il n'est pas compliant et là, il fait une hyperglycémie. Là, vous orientez l'interrogatoire par la famille et vous adaptez la prise en charge. Ça, c'était la question sur le resucrage. Il y avait une autre question, mais je ne me rappelle plus. Oui, docteur, je demandais si le traitement étiologique, si c'est une infection, le traitement antibiotique et autres, va se faire concomitamment avec le Ah traitement oui. benzodiazépinique ou antiépileptique. Non, le traitement étiologique, je vais être un peu trivial, est fait quand il doit être fait. Si c'est une infection, oui, le patient, une infection, il faut la déterminer par les caractères cliniques et les caractères spécifiques. Est-ce qu'on peut spécifier l'infection ou c'est une infection non spécifique? Et si c'est non spécifique, on choisit. Donc, il faut d'abord typer l'infection. Mais votre patient qui vient et que c'est un tableau infectieux, ce sera au premier plan une hyperthermie, par exemple. Et vous vous rappelez de la question sur le point contrôler les agressions cérébrales. Donc l'hyperthermie devra être contrôlée en même temps qu'on fait les prélèvements biologiques, que ce soit systémique sanguin ou spécifique si on a une lésion qui nous oriente vers quelque chose de précis. d'accord. Merci infiniment, docteur, et j'espère que vous avez eu satisfaction. Oui, merci beaucoup. D'accord. Nous allons passer la parole à docteur Rufin Camboui. Docteur Rufin, vous avez la parole. Docteur Rufin, ok. En attendant, nous allons passer la parole à monsieur
Pemba Kalume. Toutes mes excuses si je prononce mal. Ok. Merci beaucoup. J'espère que vous me captez. Oui, oui. Ok. C'est Dr Kemba Kalume, médecin à l'Université du Congo, hein, à la ville d'Aix-en-Provence. Je remercie le professeur pour cette intervention. Dans la pratique, ce sont pratiquement des cas. Nous sommes de temps en temps confrontés à ça. Et je viens de voir, moi je viens de remarquer, de prendre pratiquement quelques éléments qui vont pratiquement nous aider dans la suite de la prise en charge, surtout quand il s'agit de l'état de mal épileptique. Mais j'avais pratiquement quelques préoccupations. La première, c'est le rôle qu'a les infirmiers dans la prise en charge de l'état des mal épileptiques. Et c'est même dans le contexte où on n'a pas tous les éléments. Donc, on est dans un milieu régulier où on n'a pas assez d'éléments. Alors, quel serait en priorité le rôle que peut jouer l'infirmier dans cette zone-là, pour l'état de mal, pour la prise en charge de l'état de mal épileptique? Alors, la seconde question, c'est par rapport à l'état des mal conduisés. Alors, est-ce qu'il y a une différence, ou peut-être que je n'ai pas trop suivi dans l'intervention, peut-être que je suis arrivé en retard. Est-ce qu'il y a une différence entre l'état des mal conduisés et l'état des mal épileptique? Je voulais juste avoir cette nuance ici, pour les professeurs. Dans la prise en charge, il arrive des fois, parfois, sans savoir les facteurs déclenchants. Dans la pratique, il y a certains confrères, certains infirmiers mettent directement le patient sous un traitement antiépileptique. Est-ce que cette manière de faire les choses est pratiquement la bonne ou pas? Ou il y a d'autres mesures que vous pouvez nous recommander? Tout ça. Et ça arrive souvent, surtout en pédiatrie, vous allez voir qu'un enfant a fait pratiquement à convulser et après la convulsion répétée 2 ou 3 fois, vous allez voir qu'il va pratiquement mettre l'enfant sous les anti-épileptiques de deuxième ligne. Est-ce que cette façon de faire les choses est la meilleure? Merci beaucoup. D'accord. Merci pour votre question. Docteur, vous avez la parole. Merci, docteur. Alors, j'ai retenu du docteur Kamboui 2 éléments et différence entre... mais après, je n'entendais pas bien. Donc, s'il peut écrire dans le chat, différence entre état de mal épileptique et état de mal convulsivant. Je crois que c'était ça la question. Et ensuite, est-ce qu'il faut d'emblée mettre sous traitement? La deuxième question. Mais il avait posé une question avant et je ne me rappelle plus. Alors, l'état de mal épileptique. On a dit que c'était un état, c'est donc quelque chose de ponctuel qui correspond à une crise épileptique ayant des caractéristiques bien précises, c'est-à-dire une durée supérieure ou égale à 5 minutes ou, dans les formes avec perte de contact, 2 crises sans retour à la conscience entre les crises. Ça, c'est l'état de mal. Donc, l'état de mal épileptique, il peut être convulsivant ou non convulsivant. Oui, on parle de l'état de mal larvé. Oui, non, mais pas que larvé, hein. Il y a le seul état de mal non convulsivant n'est pas que l'état de mal larvé. L'état de mal absence, c'est un état de mal non convulsivant. Ok, merci. Ouais, l'état de mal tonique, s'il fait une crise tonique, ce sera aussi un état de mal non convulsivant. Et là, on peut avoir un état de mal non convulsivant avec euh, conscience préservée ou conscience non préservée. L'état de mal larvé, c'est un concept qui ramène à
un état de mal dans lequel le patient, primo, ne convulse pas, donc il n'y a pas de phénomène moteur. Deuxièmement, à une perte de contact. Et troisièmement, à une décharge électrique observée à l'EEG. Mais l'état de mal larvé est rarement initial. On peut l'avoir de façon spontanée, c'est vrai, mais il fait souvent suite à un état de mal euh, aux phénomènes moteurs qui ont été contrôlés et derrière, il s'installe. Est-ce qu'il faut mettre le patient sous traitement épileptique? J'ai commencé mon propos justement en faisant le distinguo entre l'épilepsie et l'état de mal épileptique. Et on a eu de très belles interrogations, notamment une sur l'éclampsie, dans laquelle la patiente aura un état de mal épileptique, pour laquelle l'étiologie est bien connue. Dès que l'étiologie est prise en charge, l'état de mal contrôlé, le patient ne devrait plus être mis sous traitement. Le traitement anticonvulsivant va arrêter la crise. Ensuite, il y a une dose d'entretien qui va être maintenue et là, c'est variable en fonction de la gravité ou de la durée de réponse au traitement qui peut partir de 24 à 72 heures, voire une semaine. Et on décroît progressivement, on observe, on fait des contrôles EEG. Normalement, le patient ne devrait pas être mis sous traitement antiépileptique. Sauf qu'on a dit qu'une proportion élevée, avoisinant les 60% des patients ayant développé un état de mal épileptique, vont développer une épilepsie. Plus ça a été long, plus les lésions cérébrales irréversibles vont s'installer, plus la néosynaptogénèse va se créer et plus une épileptogénèse secondaire va se former et ce patient deviendra épileptique. Donc, il faut voir. C'est vraiment au cas par cas. Et maintenant, je me rappelle du premier point, c'était la place de l'infirmier dans la prise en charge. Mais nous travaillons tous dans les mêmes contextes, hein. Donc, on a des infirmiers en zone rurale qui sont les seuls à avoir les patients. Et dans les pays anglo-saxons, par exemple, les parents d'enfants épileptiques peuvent avoir des canules de benzodiazépine, de diazépam notamment à la maison, pour qu'en cas de crise, ils fassent une administration intrarectale. Euh, c'est pas invasif, c'est assez bien contrôlé, on dose en fonction du poids de l'enfant ou de la personne. L'infirmier doit pouvoir gérer une convulsion, il faut lui donner carte blanche. Maintenant, les benzodiazépines, les psychotropes doivent être utilisés avec beaucoup de soins et de précautions. Ça relève maintenant de l'éducation et de la formation de nos collaborateurs. Merci. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous ces éclaircissements. Nous allons prendre quelques questions dans la discussion. Donc, nous avons docteur Merveille, qui est assistante en neuropsychiatrie à l'Université de Kinshasa. Elle a 4 questions. Sa première question, faut-il traiter systématiquement les états de mal épileptique électrographiques? Docteur, vous voulez que je lis toutes les questions pour répondre ou on fait pas à pas? Non, j'ai les questions, j'ai le chat devant moi. Donc, je peux lire la question et j'y réponds, ou bien vous les lisez toutes pour l'ensemble des participants et je répondrai. D'accord, docteur. Alors, la deuxième question, après tout mal épileptique, faut-il placer un traitement d'entretien antiépileptique? La troisième question, quelle erreur de prise en charge de mal épileptique pouvez-vous nous conseiller d'éviter à tout prix? Et sa dernière question, état de mal épileptique étant une urgence thérapeutique, pouvons-nous administrer une benzodiazépine et un antiépileptique en même temps, au temps 1 du traitement? Docteur, vous avez la parole. Merci. Merci, docteur Merveille, pour vos questions. J'ai répondu, je pense, à certaines déjà. Faut-il traiter systématiquement un état de mal épileptique électrique? Un état électrique, oui, le cerveau souffre.
Euh, je ne l'ai pas dit, mais je vais le redire là maintenant. La souffrance, donc les lésions cérébrales irréversibles, sont clairement démontrées dans les formes généralisées tonico-cloniques. Dans les formes partielles et les formes absences, euh, les lésions apparaissent beaucoup plus tard et ce temps est difficile à déterminer. Donc, ça va dépendre de l'état de mal que vous avez. Si vous avez un état de mal absence, par exemple, vous pouvez traiter votre patient par déjà voir est-ce que c'est un patient connu pour une absence, qui prend bien son traitement. S'il ne prend pas bien son traitement, vous pouvez reconduire le traitement, faire un EEG et voir comment il se comporte. Si c'est un état de mal partiel, myoclonique, et la myoclonie ne concerne que le pouce de la main droite, là aussi, vous le mettez dans un lit et puis vous voyez, des fois en pratique, on va faire une perfusion continue de benzodiazépine à faible dose dans les formes partielles comme ça pour arrêter les crises. Et ça, c'est souvent chez les patients en post-AVC d'ailleurs, où on a des formes partielles qui persistent. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Par contre, si vous avez un état de mal larvé, comme on a décrit plus tôt, avec un patient en perte de connaissance, qui a de grosses décharges généralisées, oui, il faut traiter comme si c'était un état de mal convulsivant. Et on a dit, ces cas sont des diagnostics moins évidents, et moins le diagnostic est évident, plus le pronostic est réservé. Euh, Après tout, état de mal épileptique, faut-il placer un traitement d'entretien antiépileptique? Là aussi, j'ai répondu déjà. Je pense que votre collègue de Kinshasa a posé la même question. Non, on contrôle l'état de mal, on fait un traitement d'entretien, 24 heures minimum, dans les meilleurs cas, ça peut aller à 72 heures, parfois même la semaine. Le traitement d'entretien de celui qui a arrêté la crise, pas une autre prescription. Et ensuite, on arrête, on observe. Euh, les erreurs de prise en charge, c'est un peu ce que nous venons de dire, il ne faut pas faire. Et l'erreur aussi se situe dans votre question suivante. C'est une erreur qui n'est pas forcément délétère, mais qui ne vous apporte pas grand-chose. De mettre en même temps un traitement de première ligne et un traitement de seconde ligne. Et oui, il peut avoir un côté un peu spectaculaire avec une dynamique sociale très émouvante, très stressante. Les parents qui n'en peuvent plus, on sait comment c'est aux urgences, tout le monde vient, tout le monde peut filmer, le médecin ou l'infirmier qui est là peut manquer d'assurance. Il faut respecter son protocole, mettre les doses indiquées, et on a dit que les traitements ne marchent pas souvent parce qu'on sous-dose le patient. Par voie injectable, bien mettre sa benzodiazépine et voir comment il réagit. Ensuite, mettre son phénobarbital, voir comment il réagit, se donner le temps. Je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est paniquer. Il ne sert à rien de paniquer ou de se précipiter pour prendre en charge un état de mal épileptique. Le calme doit venir de la confiance que nous avons en nos connaissances et des certitudes qu'elles nous procurent. Merci. D'accord, J'espère avoir docteur. été clair pour Dr Merveille. Oui, vu sa réponse, je pense qu'elle a eu satisfaction. Nous allons à présent passer la parole à docteur Spencer. Merci beaucoup pour la parole. Je suis docteur Spencer, je suis en République démocratique du Congo. Merci d'abord, docteur, pour votre présentation. J'ai une préoccupation parce que je me suis connecté un peu en retard. Vous me saisissez, hein? Oui, très bien. Oui, docteur, je ne sais pas si vous avez parlé toujours dans les états de mal épileptique, vous avez parlé de ce qui concerne état de mal réfractaire. Si vous avez l'idée sur ça et comment prendre en charge l'état de mal réfractaire. C'est un peu ça ma préoccupation. Et aussi,
comment avoir votre présentation. C'est un peu ça. Merci. D'accord. OK. Merci, docteur Spencer. Écoutez, ma présentation, je la donnerai aux organisateurs. Et comme on n'est pas, comme on n'est pas une leçon et, et qu'on est dans une formation continue, je reviens volontiers. Je pense que vous voyez mes slides. On a évoqué l'état de mal réfractaire et le super réfractaire. C'est une notion de comment il réagit pour le réfractaire aux deux premières lignes. Est-ce qu'il réagit? Il ne réagit pas. S'il ne réagit pas et qu'on passe à la troisième ligne, on est donc dans un état de mal réfractaire. Et si au bout de 24 heures, la troisième ligne n'a rien donné, on est dans un cas de super réfractaire. Pour la présentation, je la donnerai aux organisateurs et je pense qu'ils mettront en ligne sur le réseau. Elle doit être enregistrée d'ailleurs, je crois, mais ils vont. Oui, docteur, et merci infiniment pour votre réponse. Nous allons passer la parole à monsieur, madame Glody, mais j'espère que vous allez bien. Vous avez la parole. Monsieur, madame Glody. Oui, oui, bonjour. Bonjour, j'ai quelques préoccupations concernant le docteur. Je suis médecin en République démocratique du Congo. J'espère que vous me saisissez. Oui, nous vous entendons. Ma question est celle-ci, concernant surtout les doses de benzodiazépines. Lorsqu'il a parlé dans des pays à ressources limitées, on a plus les Valium ou les diazépams. C'est à quelle dose donner? Lorsqu'il a dit la voie d'utilisation, il a dit l'intrarectal, IM puis IV. Quelle est la meilleure voie à administrer et la dose? Ma deuxième préoccupation concernant l'état des mal épileptique post-critique. Lorsqu'il a dit que lorsqu'on a un sommeil post-critique au-delà de 20 ou 30 minutes, lorsqu'on reçoit les patients, surtout à pays à ressources limitées, on n'a pas, est-ce qu'il faut directement commencer avec les traitements des premières lignes ou faire l'imagerie d'abord pour exclure peut-être un édème cérébral? S'il y a constitution d'édème cérébral, quelle serait la prise en charge? Merci beaucoup. D'accord. OK. Merci. Merci, docteur. Merci également pour cette question. Oui, j'ai pas insisté sur la pose du Valium en me disant que tout le monde l'utilise un peu et c'est un peu la routine. Je vais commencer sur le deuxième point. Je l'ai dit en début et tout au long. L'état de mal épileptique, urgence, diagnostic et thérapeutique. Le diagnostic en est simple. Dans certains cas, dans les formes motrices, on voit le patient a des phénomènes moteurs pendant plus de 5 minutes. Dans les formes motrices avec perte de connaissance, il y a des phénomènes moteurs, au moins 2 épisodes sans retour à la conscience entre les deux. Dans ces cas, le pronostic est relativement bon parce qu'on le diagnostique tout de suite et donc on le prend en charge. Maintenant, dans les formes non motrices, notamment l'état de mal larvé, on ne diagnostique pas rapidement et donc le délai de prise en charge est retardé. Par conséquent, le pronostic est moins bon. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le non-retour à la conscience après un état de mal épileptique traité est synonyme d'état de mal larvé. J'ai justement dit que le non-retour à la conscience pouvait poser un problème parce que on ne sait pas est-ce que le patient est somnolent ou dans le coma du fait des benzos qu'il a reçus, du fait des antiépileptiques qu'il a reçus ou même du fait de la sédation si on est arrivé au stade de troisième ligne.
D'où l'intérêt, en cas de non-retour à la conscience prolongé, d'envisager un EEG. On sait que chez nous, des fois, le EEG n'est pas disponible. Donc, ça pose un problème. C'est pour ça que le pronostic est réservé. Parce que ça peut poser un problème de diagnostic. Et ça peut poser donc un problème de pronostic. Ça, c'est pour euh, l'état de mal larvé. Je crois que j'ai répondu à vos deux questions. Sinon, ah non, la posologie euh, du Valium. On va dire le Valium pour que ce soit clair. Le Valium dans l'état de mal épileptique, il faut, vous avez vu déjà pour les autres, hein, les posologies sont toujours un peu plus élevées. Et j'ai dit que j'aimais pas le Valium parce qu'il a une demi-vie très longue et il peut entraîner des détresses respiratoires. Mais je suis conscient que dans nos contextes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'autres options. Des fois même le Valium peut manquer. Par conséquent, chez le nourrisson, voire le nouveau-né, la posologie, c'est 5 mg par kilo. Que ce soit en intrarectal, en intramusculaire ou en IVD. Normalement, en intramusculaire, chez le tout petit, on évite parce qu'ils n'ont pas beaucoup de muscles et ça peut entraîner des lésions locales. Et chez le grand enfant, c'est 0,2 à 0,3 mg par kilo. Ce que je fais pour retenir les choses simplement, c'est qu'on a dit chez le nouveau-né, le tout petit, le nourrisson, c'est 0,5 mg par kilo. Et chez le plus grand, je divise en deux, je mets 2,5 mg par kilo. Et je ne m'embête pas avec les 0,2 à 0,3. Comme ça, au moins, c'est facile. Et même si vous avez un adulte en état de mal, vous savez que vous allez aller à 2,5 mg par kilo. Voilà. Merci infiniment, docteur, pour tous ces éclaircissements. Nous allons passer la parole à Monsieur Diem Lunanga. Oui, merci beaucoup, Madame Grasse. Bonjour à tout le monde. Merci pour la présentation du docteur. Vous me captez? Oui, nous vous entendons. Madame Grasse, est-ce que vous me... Merci beaucoup. J'avais quelques préoccupations à poser au docteur. Moi, c'est un psychothérapeute depuis la RDC à Lubumbashi, pratiquement. En fait, la question, j'ai quelques questions. Savoir, l'état de mal épileptique, ça se parle seulement c'est un sujet épileptique ou bien même d'autres patients qui peuvent faire ces crises au-delà de 5 minutes, comprenons le cas d'un sujet ayant un neuropalu. En fait, c'est aussi quelqu'un qui peut présenter. Vous avez parlé en fait, je vais sauter cette question, mais je m'arrête un peu par là. Savoir, est-ce que ça se parle seulement chez un sujet épileptique ou bien d'autres patients présentant d'autres pathologies, soit c'est un sujet en post-traumatique qui présente ces crises après 5 minutes. On pourra parler d'un état de mal épileptique. Et la deuxième préoccupation, c'est de savoir, on dit qu'au-delà de 30 minutes de la crise, la personne peut présenter des lésions cérébrales irréversibles. J'aimerais savoir par quelle clinique cela peut se présenter, ces lésions-là, après des crises de 30 minutes, au-delà de 30 minutes. La personne présentera quoi comme clinique pour dire qu'il y a des lésions cérébrales. Voilà un peu. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est clair à la question. Merci. Merci pour votre question. Docteur, vous avez la parole. Merci. Est-ce qu'il peut revenir sur la première question, s'il vous plaît? Voilà, la première question, je parlais, j'ai demandé de savoir, est-ce qu'un état de mal épileptique, ça se parle seulement chez un sujet Ah oui, ok, épileptique? d'accord, ça me revient. Voilà. Merci. Voilà. Ok. Bon, Jeff, c'est un peu une redite, mais je vais la refaire. On a dit l'état de mal épileptique survient 50 à 60% chez des patients déjà connus épileptiques. Cela dit, il y a 40% de patients qui vont faire un état de mal épileptique de nouveau, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu épileptique. Mais pour une raison ou pour une autre, il a un traumatisme crânien, il a fait une hypoglycémie, il a une méningoencéphalite, il a une toxoplasmose cérébrale,
une dame qui accouche, qui a une éclampsie, Voilà. pardon, peut faire un état de mal épileptique. Et un paludisme grave, forme neurologique, qui va convulser, ça va durer plus de 5 minutes, peut faire un état de mal épileptique. La prise en charge ne change pas. Ce qui va changer, c'est la recherche étiologique, contrôle de l'étiologie pour garantir que le patient ne refera pas. Donc, la prévention des récidives. La prise en charge est strictement la même de l'état de mal. Ce qui diffère dans l'état de mal, c'est la recherche étiologique et la prise en charge de la dite étiologie. Ok, je vous suis, docteur. La première question a été répondue. Hein. D'accord. Oui, le fait de ne pas noter fait que je peux oublier. Et là, j'ai un peu. Ok, j'ai demandé, vous avez parlé après 30 minutes, il y a des lésions. Ah oui, irréversibles. la nature Voilà. la nature des lésions Clinique. cérébrales. Non, mais le cerveau, écoutez, le cerveau, c'est une belle magie. Et comme pour toutes les magies, il faut être un bon magicien pour la maîtriser. Et chaque magicien est spécialiste d'une partie de sa magie. On ne maîtrise pas toutes les magies en même temps. C'est pour paraphraser quelque chose que j'aime bien où c'est marqué définition, neurologue, définition, et ils ont mis, c'était en anglais, définition, ils ont mis wizard, c'est-à-dire un sorcier. Un neurologue, c'est quelqu'un qui comprend des choses que personne ne peut comprendre, ce que certains disent. Non, mais le cerveau, c'est un bel appareil. Je pense que pour nous les croyants, on sait que c'est une belle œuvre du bon Dieu. Et on ne peut pas dire pour la même lésion que tous les patients vont avoir le même problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir une lésion cérébrale sans retentissement ni cognitif ni somatique. On peut avoir une lésion cérébrale plus petite avec un retentissement cognitif important ou somatique important. Là, ça va dépendre. Chaque patient. Et des fois, on a des lésions cérébrales qui vont passer de façon totalement inaperçue et c'est au décours d'un examen pour une autre raison qu'on va se rendre compte qu'il y a une lésion cicatricielle à tel ou tel endroit du cerveau de tel ou tel individu. Donc, c'est pas un fichier Excel de cerveau, Dieu merci. Et on veut prévenir les lésions, mais il n'y a pas de corrélation directe clinico-anatomique entre l'existence d'une lésion et l'expression somatique d'un problème chez un patient. D'accord, merci Ok, infiniment. merci. Ok. Monsieur Diem, j'espère que vous avez satisfaction. Oui, merci, docteur. Merci beaucoup. D'accord. Merci infiniment, docteur, pour tous ces éclaircissements. Nous avons Monsieur Boirin qui a une préoccupation par rapport à une des réponses que vous aviez eu à donner, où vous aviez eu à dire que la myoclonie est une crise qui concerne le pouce. Il aimerait savoir si c'est le pouce ou une crise qui se manifeste par un mouvement de la charge au membre thoracique. Oui, alors, non, ne vous embêtez pas. J'ai pris l'exemple. La myoclonie, c'est une secousse musculaire. Ça peut être un segment de membre, ça peut être un membre, mais j'ai pris un groupe musculaire. J'ai choisi. Ça peut être le muscle de la main qui permet l'adduction du pouce, qui va décharger. Et donc, j'ai pris cet exemple. Mais euh, il y a eu beaucoup de... Vous voyez, j'ai pas voulu rentrer dans les crises épileptiques et les épilepsies parce que je sais que l'état de mal épileptique ne concerne pas que les neurologues. Et donc, il y a beaucoup de concepts qui peuvent être à cheval dans la transmission, mais il faut qu'on reste concentré sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est quoi un état de mal épileptique? Une crise qui dure plus de 5 minutes. Et quand il y a perte de contact, une crise, deux crises sans retour à la conscience entre les deux. Et quels sont les différents états de mal épileptique? Il y a l'état de mal épileptique qu'on vient de définir. Il y a le réfractaire, quand les deux médicaments de première ligne ne sont pas actifs, et le super réfractaire, quand après 24 heures, malgré la troisième ligne, on n'a pas de réponse. Comment ça se diagnostique? Le diagnostic est en général facile à la clinique.
Mais quand c'est facile, c'est souvent une bonne chose parce qu'on traite vite et donc il y a moins de risques de séquelles. Mais quand c'est pas facile, on est en retard sur le traitement, donc les risques de séquelles sont plus élevés. Et quels sont les traitements? On a la première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne. La première ligne, c'est les benzodiazépines. La deuxième ligne, c'est les antiépileptiques. La troisième ligne, c'est les anesthésiques. Et qu'est-ce qui se passe quand le patient ne répond pas? Pouvoir repartir à la cause et ne pas hésiter à reprendre, notamment la troisième ligne qui va durer. Et enfin, l'état de mal épileptique. C'est pas de l'épilepsie. Donc, quand on a contrôlé, on a réglé l'étiologie, le patient n'a pas besoin d'être mis sous traitement. Cependant, un grand nombre d'entre eux, à peu près 60%, vont développer une épilepsie et là, il aura besoin d'être mis sous traitement. Voilà ce qu'il faut retenir. Après les autres, je pense qu'il faut qu'on reste focus sur l'état de mal épileptique. Sinon, on abordera les épilepsies et c'est un autre chapitre. D'accord, docteur. Merci infiniment. Nous avons Monsieur Ruffin qui a une préoccupation. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Monsieur Ruffin. Ok. Bon. En attendant, j'en profite pour vous rappeler que REMA propose un catalogue de formations certifiantes couvrant plusieurs domaines clés de la santé, notamment le management des établissements de santé, le supply chain management des produits de santé, la santé numérique, la santé communautaire, la santé publique, la nutrition et diététique, la santé sexuelle et reproductive, l'inclusion, l'expertise en genre et inclusion, l'épidémiologie, la gestion des projets et programmes de santé, le suivi et évaluation des programmes et projets de santé, la sexologie, la dictologie, le marketing digital de la santé, la gestion d'officines de pharmacie et notre MOOC sur la gestion de l'épidémie MPOS. Et avec REMA, vous bénéficiez d'une formation 100% en ligne, accessible 24 heures sur 24, un apprentissage flexible à votre rythme où que vous soyez et une certification reconnue à l'international. Un lien vers le catalogue sera partagé dans la discussion. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien, à parcourir le catalogue et à vous inscrire sur l'une de ces formations suscite votre intérêt. Merci. Je ne sais pas si Monsieur Ruffin est là. Si ce n'est pas le cas, concernant la procédure d'obtention de votre attestation de participation, il vous suffira de vous connecter sur la plateforme REMA Learning. Learning comme apprentissage en anglais. Et une fois connecté, vous renseignez dans la barre de recherche la thématique du jour, qui est état de mal épileptique. Vous aurez alors accès à l'enregistrement du webinaire, au support du cours qui sera téléchargeable et à un questionnaire d'évaluation. Et votre attestation vous sera délivrée sous réserve d'un score minimum de 60% de bonnes réponses au questionnaire. Et dès que cette condition sera remplie, vous pourrez télécharger directement votre attestation depuis la plateforme. Et pour toute difficulté ou besoin d'assistance, l'équipe de REMA reste disponible au plus de 129 01 96 50 81 30. Je souhaite une fois encore exprimer toute ma gratitude à votre égard, docteur, pour la richesse de vos partages, de connaissances et tous ces éclaircissements. D'après vous, s'il vous plaît, quel serait le point clé à retenir aujourd'hui? Merci une fois de plus aux organisateurs. Merci également aux participants pour la richesse des questions. Et j'espère avoir été suffisamment clair pour, euh, pour édifier tout le monde. J'ai vu que notre audience était plutôt variable en termes de personnel de santé. On avait des étudiants, on avait des résidents, on avait des infirmiers.
Et c'est ce qu'il faut retenir. L'état de mal épileptique est de diagnostic facile. Il suffit de voir pour reconnaître. Mais pour reconnaître, il faut savoir. Les définitions ont été opérationnalisées en termes de temps. C'est une crise qui dure plus de 5 minutes. Comment on sait que ça a duré plus de 5 minutes, mais il arrive à l'hôpital et depuis la maison, il convulse. Ou il a convulsé 2 ou 3 fois dans la voiture et il ne s'est pas réveillé. On sait que c'est un état de mal. Dès qu'on sait que c'est un état de mal, on le prend en charge. Si on a les compétences pour le prendre en charge, on le fait soi-même. Première ligne, benzodiazépine. Deuxième injection après 5 minutes. La troisième injection n'est pas nécessaire. Donc, à la 10e minute, si on n'a pas de réponse, deuxième ligne. Antiépileptique. Ici, on est sur le phénobarbital qui est le plus fréquent, 15 mg par kilo. On a dit en 10 minutes, sachant qu'il y en a qui peuvent être frileux et vont à 15 minutes. Mais ça ne sert à rien de mettre au-delà de 20 minutes. Et j'en profite pour répondre au docteur Merveille qui a dit quelle est l'erreur à ne pas faire. C'est une erreur qui est faite ou par les pédiatres ou par les anesthésistes réanimateurs avec cette notion de dose de charge. Ils font en IVD. L'IVD, c'est pas bon parce qu'il y a des effets secondaires au barbiturique qui peuvent être importants. Donc, c'est deuxième ligne, 15 minutes minimum, 10 à 15 minutes minimum, mais vraiment maximum des maximums, 20 minutes, ça peut être pratique. Et si ça ne marche pas, c'est plus la place du neurologue, c'est plus la place du médecin aux urgences, c'est la place du réanimateur. Il faut faire un traitement de troisième ligne avec du propofol, c'est celui qu'on a le plus souvent, et intuber le patient. Voilà ce qu'il faut retenir de l'état de mal. L'état de mal est un concept pratique qui doit être mis en place rapidement pour sauver les neurones du patient parce que time is bread. Merci. Merci infiniment, docteur, pour ce moment partagé ensemble qui a été très riche en informations et surtout en pédagogie. Je vous remercie également, chers collègues et participants, pour votre attention, votre implication et votre participation active tout au long de ce webinaire. Je vous souhaite une excellente suite dans vos activités. Surtout, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt lors de notre prochain webinaire qui se tiendra le samedi 11 juillet 2026 à 9h GMT et portera sur l'insuffisance mitrale. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Merci.